Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hub, l'émission de l'Effray qui analyse les dernières tendances tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de santé et plus particulièrement de la façon dont l'intelligence artificielle aide la recherche dans la lutte contre le cancer. Et pour s'en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités de marque. À ma droite, Samar Issa. Samar, tu es enseignante-chercheuse à l'EBI, l'école de biologie industrielle de Paris. J'imagine qu'elle est à Paris, non? Elle est à Cergy, Elle est à bonsoir. Cergy, toutes mes excuses. Et à tes côtés, Martin. Martin, tu es un ancien étudiant de l'Effray, tu es donc ici chez toi. Tout à fait. Et tu t'occupes d'une thèse en bioinformatique qui est co-encadrée par la personne qui est à ta droite. Tout à fait. Alors Samar, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fonctionnement? Comment tu accompagnes Martin dans sa thèse et comment se passe cette relation entre l'Effray et l'EBI? Merci. Donc l'EBI, c'est une école d'ingénieurs qui est basée à Cergy. Et nous avons un double diplôme qui a été initié il y a maintenant 3 ans entre l'EBI et l'Effray. Et c'est grâce à ce double diplôme qu'on a eu d'abord la première chance d'avoir Martin en tant qu'étudiant à l'EBI et à l'Effray. Okay. Et en fait, actuellement, je suis co-encadrante, mais il y a 3 autres collègues. Il y a Jade Ed à l'EBI qui s'occupe de la partie bioinformatique, docking et modélisation moléculaire. Et ici, à l'Effray, j'ai la chance aussi d'avoir des collègues, Faten Chakchouk et Mano Massius, qui sont sur la partie IA et qui complètent en fait par cette équipe de 4 co-encadrants dans la thèse de Martin, 4 expertises complémentaires pour lutter contre le cancer et notamment le mélanome. Très bien, on les embrasse donc si ils sont ici en direct ou en replay sur YouTube. Tu es donc très bien encadré, Martin. Évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours déjà à l'Effray? Est-ce que dès ton arrivée dans l'école, tu t'intéressais au sujet de la lutte contre le cancer ou est-ce que c'est arrivé sur le tard? Et comment tu as eu l'idée d'intégrer l'EBI? Alors moi, du coup, j'ai intégré l'Effray en 2018. Suite à un bac S qui n'existe plus maintenant. Mais j'ai intégré directement la prépa bioinformatique, bionumérique pour être exact, de l'Effray. Donc c'était une prépa qui existe toujours et qui est intégrée du coup. Qui est intégrée, tout à fait, au sein de l'Effray. Donc pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai pu suivi de 2 ans de cycle ingénieur. Et à la base, moi, j'avais intégré l'Effray pour 2 raisons. La première, parce qu'elle proposait justement un cursus de ce genre, qui mélangeait l'informatique et la biologie. Ce qui n'était pas forcément le cas de beaucoup d'écoles à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus développé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus limité. Et en plus de ça, ça m'intéressait beaucoup d'avoir un double diplôme avec justement une école de biologie, donc l'EBI. Et c'était les 2 raisons principales pour lesquelles j'avais intégré l'Effray à ce moment-là. Et ensuite, donc tu avais déjà cette vision long terme. Ouais, c'était vraiment une des raisons pour laquelle j'avais voulu, parce que ça me paraissait important pour moi de pouvoir consolider mes connaissances en biologie, en plus de mes connaissances en informatique, parce que c'est important d'avoir des connaissances solides dans les 2 domaines. Et j'ai pu justement faire ça, parce qu'au bout du coup de ma 4e année au sein de l'Effray, j'ai pu intégrer l'EBI pour 2 ans. Donc à Cergy, où j'ai pu avoir Samar comme professeur évidemment. Et voilà, donc 2 ans où là c'était purement de la biologie. Mais quand je suis arrivé, on sentait bien que l'école était très intéressée de mon parcours, du fait que j'avais fait de l'informatique, que j'avais des connaissances que les autres élèves n'avaient pas forcément, un peu plus transdisciplinaires. Oui. Et j'ai pu du coup appliquer justement mes pratiques en informatique dans des projets beaucoup plus biologiques et avancés. Et suite à ça, l'EBI, au bout du coup de ces 2 diplômes, m'a proposé de poursuivre en thèse sous du coup la direction de Samar et de Faten et de mes encadrants Jade et Mano. Et je souhaite rajouter qu'en fait cette thèse elle est financée à 50% par l'EBI et à 50% par l'Effray.
Donc on souhaite aussi remercier l'équipe et les encadrants et les responsables de recherche de l'EFRE Research Lab et de l'EBINOV qui nous ont soutenus en fait dans ce projet. Et on a un partenariat également avec un hôpital, qui est l'hôpital Novo à Pontoise. Ok. Et c'est ça la valeur ajoutée. C'est qu'en fait, on cherche à mettre en place une collaboration appliquée auprès d'un oncodermatologue pour que ça rejoigne la théorie et l'application auprès des patients. Ok. Eh ben, on y reviendra ça de toute façon tout à l'heure quand on parlera des données notamment que vous utilisez dans le cadre de ta thèse, Martin. On verra ça tout à l'heure. Merci. Donc on l'a bien compris, on est aujourd'hui réunis pour parler du cancer, cette maladie que l'on connaît tous et qui nous touche malheureusement tous de près comme de loin. On va maintenant s'attaquer à l'origine du cancer. Alors, pour commencer à traiter de la lutte contre le cancer, il paraît important que l'on définisse ce qu'est le cancer de façon assez simple. Je vais vous proposer une définition et puis je vous laisse rebondir dessus. Est-ce qu'on peut se dire que donc, le cancer est caractérisé, donc c'est une maladie qui est amenée par une transformation de cellules qui vont devenir anormales et qui vont proliférer dans le corps humain. Cette prolifération, elle peut amener à créer certaines masses. Donc on parle de tumeurs malignes dans la masse, on va dire presque originelle du cancer. Et dans certains cas, ces masses vont se propager ailleurs dans le corps. Et là, on parle de métastase. Oui. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés de milliards de cellules. Ces cellules, elles ont une durée de vie limitée, donc elles vont finir par mourir. Certaines vont être remplacées. On en parlait quand on a préparé ensemble l'émission, de ce rapport au cancer, à savoir de se dire en fait une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui évite la mort cellulaire. Absolument. Et donc, on arrive à cette première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'elle m'attire tout particulièrement, et qui est presque un peu métaphysique, de se dire, est-ce que finalement, le cancer, Samar, répond à un espèce d'instinct de survie cellulaire? Alors, c'est une très, très belle question, très bonne question. Est-ce qu'on a des cellules qui sont programmées pour, à un moment donné, avoir des déclencheurs pour que les cellules croient à une croissance, se divisent, et après, il y a une mort cellulaire qui est programmée. Et on arrive à un moment où la cellule tumorale, elle cherche à être immortalisée, dans le sens où elle va déjouer tous les systèmes et les mécanismes qui vont déclencher en fait la mort cellulaire. Et elle va être dans cet espace de « je commence à me développer, je commence à pomper l'énergie qui est autour de moi, à prendre de la place ». Donc les tumeurs qui naissent et la partie cancer en fait, telle qu'elle a été décrite, dans la littérature, elle a commencé à être vue quand on a commencé à inventer le microscope. C'est-à-dire, au départ, on savait qu'il y avait des tumeurs, et ça remonte à l'âge des dinosaures, où on avait dans les os des dinosaures trouvé des tumeurs, ou chez les momies. Mais quand on a compris que c'était à base cellulaire, et que ce sont les cellules qui se développent, qui sont anormales, elles ont un comportement anormal, elles pompent l'oxygène, elles vont avoir créé leur vaisseau. Donc on appelle ça l'angiogenèse, quand les cellules tumorales créent leur propre vaisseau pour avoir plus d'accès à la nourriture, à l'oxygène, au glucose. Et après, c'est la métastase, c'est-à-dire qu'elles disséminent ailleurs et elles attaquent d'autres organes. Donc cette notion de je me développe aux dépens des cellules normales, et c'est ça qui malheureusement provoque un danger pour la santé humaine et engage le pronostic vital des personnes et peut induire la mort, par exemple. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand les cellules tumorales se développent, elles vont pomper l'énergie de l'hôte, de la personne. Et c'est ça qui est à la cause de la mort du corps, tellement il sera épuisé. Et l'objectif, c'est trouver les moyens de lutter avant que ça ne soit trop tard. Donc on a presque des cellules qui refusent de mourir, Oui. qui vont se démultiplier, Oui. mais qui, dans certains cas, vont amener presque un corps corps entier humain à une forme Exactement. de mort dans certains cas.
J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire sur les dinosaures ou sur d'autres corps. Aujourd'hui, on parle beaucoup du cancer. C'est un sujet qui est ultra médiatisé, qu'on a un peu tous dans le coin de la tête, puisqu'on a certains de nos proches ont connu cette maladie. Je rappelle un chiffre que j'ai pu trouver sur le site du gouvernement français. En 2018, on comptait 3,8 millions de Français vivants ayant âgés de plus de 15 ans qui avaient déjà eu un rapport avec le cancer, qui avaient déjà contracté un cancer. C'est 6% de la population française. C'est quand même très important. Mais en même temps, il y a ce sujet de se dire, finalement, et Martin, c'est pas un sujet si neuf dans le sens où les cancers existent depuis très très longtemps. Oui, non, c'est sûr que le problème du cancer, comme l'a dit Samar, au niveau des dinosaures et des momies, en fait, ça existe depuis déjà un long moment. C'est juste que ça a toujours été un sujet un peu d'actualité. Aujourd'hui, encore plus, je pense, parce que les découvertes que font les scientifiques, elles avancent de plus en plus aussi. Ouais. Ça va être lié aussi au développement de l'informatique, le développement de l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est aussi parce que c'est une maladie déjà où il y a plein de sous-types, en fonction cancer des poumons, cancer du sein, le mélanome, etc., le cancer de la peau. Et parce que c'est aussi une maladie qui n'est pas forcément très bien soignée dans certains cas, à certains stades de la maladie. Donc en fait, il y a encore plein de progrès à faire. Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet d'actualité qui est important aujourd'hui encore. T'en parlais, le cancer a plusieurs formes, touche plusieurs organes, avec des grandes différences parfois entre les sexes. On a chez les hommes la plupart des cancers qui impactent la prostate. Chez les femmes, c'est plutôt les seins. Oui. Comment, de façon générale, évolue le cancer? Et ça fait écho un peu à cette question de pourquoi est-ce un sujet aussi important aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ces dernières années, on a vu une envolée du nombre de cas, ou alors est-ce qu'on le diagnostique mieux et donc on se rend compte de l'impact que ça a dans nos sociétés? Et est-ce qu'il y a des cancers qui évoluent, certains évoluent positivement, d'autres négativement? Comment ça se passe aujourd'hui un peu sur l'ensemble des cancers dans le monde? Est-ce qu'on a une idée de ça? Il y a plusieurs volets. D'abord, la France, elle est classée 9e par rapport aux chiffres en termes d'impact du cancer. Okay. Le problème en France, c'est le dépistage. Et il y a tous les moyens pour le dépistage, mais peu de gens, en fait, en profitent. Et c'est ça le point qui est très, très important, c'est de dépister le cancer très tôt. Ensuite, il y a la partie qui est la prise en charge du cancer en France, et il est parmi les pays où la prise en charge du cancer elle est la meilleure. Okay. En termes d'éléments qui sont liés à l'évolution, il y a la découverte du cancer. Au départ, le cancer était décrit, c'est la notion du crabe. Et cette notion du crabe qui est au centre, il y a le corps et ses pinces qui sont des deux côtés. Parce qu'on rappelle, excuse-moi, je te coupe, c'est même l'étymologie du mot cancer. L'étymologie du cancer revient au crabe par rapport à la forme que ça a. Et ça a commencé avec le cancer de sein, où la masse tumorale, elle est centrale, les pinces sont celles du crabe qui sont autour, parce qu'ils rayonnent et ils créent les vaisseaux pour pouvoir se nourrir. Okay. Et ils étaient hormonaux de départ, et les premiers traitements qui ont commencé, c'était observer par exemple chez les religieuses, pourquoi elles développaient plus le cancer de sein. Est-ce que c'est lié au fait qu'elles n'aient pas d'enfants, le fait qu'il y ait des éléments de liens hormonaux? Et après, chez les hommes, les premières causes de cancer étaient liées à la suie. Et en fait, on a remarqué que la suie, qui contient beaucoup d'agents aromatiques, d'éléments qui sont des oncogènes, des agents des cancérogènes, et on a remarqué qu'ils développaient le cancer justement du scrotum chez les hommes. Donc les cancers étaient d'origine hormonale au début, c'était les premiers traitements. Et la chirurgie a commencé à traiter d'abord, à enlever d'abord les traitements, puis à vérifier grâce à la microscopie. Comme je vous disais, il a fallu attendre le microscope dans les années 1800. Donc on a vécu longtemps avant de comprendre quelle est la vraie cause
et de commencer à comprendre les effets de l'environnement, les effets génétiques, les effets de plusieurs paramètres. Et c'est maintenant le tabac, bien entendu. Le tabac en est une cause parmi celles qui sont dans les années 60, 1960. Et tous ces paramètres permettent une sensibilisation meilleure à est-ce que ce qu'on mange, il peut altérer, est-ce que ce qui nous entoure, est-ce que les maladies professionnelles peuvent impacter, et après nos facteurs génétiques. Donc on a une meilleure connaissance de l'aspect qui est lié au cancer. Je ne sais pas si tu veux rajouter. C'est juste une chose que j'aimerais rajouter, c'est une des choses qui est importante, c'est pour revenir aussi au niveau du dépistage, c'est dans le sens où les cancers, plus sont dépistés tôt, plus ils vont être faciles à soigner aussi. Donc c'est vraiment une maladie qui, plus elle va se développer, plus elle va avoir des conséquences qui vont être graves sur le corps et qui vont être, au bout d'un certain stade, presque irréversibles en fait. Donc c'est aussi pour ça que plus le dépistage est tôt, plus c'est important pour le soin et pour la suite, quoi. Et on y reviendra pour le dépistage tout à l'heure. Pour revenir pour finir cette première partie un peu de panorama un peu du monde du cancer. Donc, comme vous l'avez bien dit, il y a une meilleure compréhension aujourd'hui des effets qui amènent au cancer. On parle beaucoup aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, d'effets cancérigènes, de produits cancérigènes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à ce moment d'inflexion où de plus en plus de personnes sont au courant de ça? C'est un sujet d'utilité publique et c'est un sujet médiatique. Et est-ce qu'on voit déjà le fait, ou pas, que puisque nous en sommes plus conscients, vu que nous faisons plus attention, le nombre de cas devrait peut-être décélérer ou se réduire, ou pas spécialement? Il y a plusieurs causes. Je traiterai juste la partie qu'on en parle plus, parce qu'on a une médiatisation de manière générale, globale, qui est beaucoup plus développée. L'information, elle s'est démocratisée, elle s'est rendue plus accessible auprès de tout le monde. Donc ça pourrait être un paramètre. Puis il y a aussi le fait que, oui, plus en plus aussi de personnes ont conscience qu'il y a certaines substances qui peuvent avoir un impact au niveau du cancer. La cigarette, peut-être l'alcool, ça peut être la manière dont on mange ou certains métiers un peu plus spécifiques qui sont plus à même d'être exposés à des substances. Et comme l'a dit Samar, il y a plus en plus de personnes ont conscience de ça. Et je pense que ça se voit beaucoup dans les gens autour de nous qui peuvent changer leur manière de manger ou qui ont conscience que certains, par exemple, des ingrédients dans les aliments, ils se disent « Ah, je sais pas ce que c'est, je sais que j'ai vu dans une émission que c'était peut-être dangereux. » Donc, il y a aussi ça. On a compris donc que le cancer est un vrai sujet de société qui mobilise aujourd'hui d'importants moyens humains comme financiers. Et on va maintenant se poser la question de comment le traiter, ce cancer ou ces cancers au pluriel, puisqu'ils sont tous différents. On va maintenant voir ça. Alors, avant d'entrer dans ces sujets plus profonds de différents traitements qui amènent à lutter contre le cancer, je vais revenir sur le premier sujet dont vous avez déjà très bien parlé, qui est celui du dépistage. C'est très important de le répéter et on va encore le faire maintenant. On l'a compris puisque, à travers vos mots, puisque étant une maladie qui va presque dégénérer à travers le temps, plus vite on arrive à avoir des symptômes, plus vite on va pouvoir avoir une action positive dessus. Mais il y a aussi un sujet pour la recherche, j'imagine, qui va puisque ça peut vous apporter beaucoup de choses. Est-ce que tu peux m'en parler, Samar? Oui, bien sûr. Le dépistage, dans un premier temps, c'est rechercher très tôt les signaux qui commencent à se développer et pouvoir stopper rapidement pour pouvoir traiter ou par chirurgie ou par les traitements qui sont présents. Et il y a la partie qui est orientée vers comment on va pouvoir
identifier. Parce qu'on on a des cancers qui peuvent être silencieux et qui se développeraient et arriver au stade 4 ou métastase, ça met tout de suite la personne et on peut perdre des personnes, des êtres chers dans notre société. Donc, d'un point de vue analyse et recherche, il y a pour moi la prévention, c'est-à-dire de voir quels sont les moyens de pouvoir comprendre l'environnement, les causes et la sensibilisation. Plus on en parle, et je vous remercie pour cette émission, plus on en parle, Ouais. et mieux on va pouvoir expliquer que ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Ça peut toucher tout le monde. Ouais. Le dépistage, quand c'est l'occasion, là on est dans l'octobre rose, C'est le mois vrai. prochain c'est le mois de novembre bleu. Donc vous voyez le rose pour le cancer de sein, le novembre bleu pour la prostate. Donc ces éléments et ces sensibilisations, et le mois de mai c'est pour le mélanome. Donc il y a à chaque mois une sensibilisation pour les cancers pédiatriques, pour les cancers de sein, pour les cancers de prostate ou colorectal et le cancer de poumon. On va avoir ces éléments-là. Donc c'est important d'en parler. Plus on en parle, peut-être que ça va initier les démarches de se dire je ne suis pas isolée, ça ne coûte rien, les campagnes sont là, elles sont présentes, ça peut aider vraiment de prendre l'initiative et de le faire. Après, je pense que pour la recherche, il y a énormément à faire, bien entendu, malgré toutes les évolutions. Si tu veux parler de la partie. Oui, est-ce que ça vous apporte, est-ce que les personnes qui viennent se faire dépister apportent aussi des données importantes pour comprendre l'évolution du cancer? Les personnes qui vont se faire dépister, pas forcément en termes de données en tout cas, parce que, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais tout ce qui va être lié à leurs données liées pendant ces dépistages, ça va être des données qui vont être sensibles, donc on ne peut pas récupérer n'importe comment, surtout qu'elles ne sont pas forcément stockées, surtout dans le cadre de dépistage. Après, ça va être très utile pour des personnes qui vont se faire hospitaliser quand un cas de cancer a été confirmé, où là, il va y avoir un suivi. Donc là, forcément, pour la recherche, ce sera très utile de pouvoir après déterminer des critères pour pouvoir dépister soit de manière plus précoce ou de manière plus précise certains sous-types de cancer ou certains stades de cancer en fonction de voilà. Donc on a parlé du dépistage, qui est une première base, qui est presque un indispensable. Donc on le rappelle, c'est très important de se faire dépister. On vous a mis à l'écran le site du gouvernement français qui permet de se rendre sur des parcours spécifiques qui ont été créés pour vous amener de façon gratuite à vous dépister. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Il y a beaucoup de choses, et vous l'avez bien dit, qui sont faites pour ça. Et il y a d'autres, et on va pouvoir rentrer maintenant sur la phase de traitement. Le traitement dans la lutte du cancer, et vous allez pouvoir en parler, il est variable. Il y a énormément de choses différentes qui sont faites et qui ont été imaginées. Aujourd'hui, et j'aimerais revenir un peu sur cette idée qu'on a un peu toutes et tous du cancer en tant que personne, on va dire lambda. Aujourd'hui, il y a l'idée de la chimiothérapie qui est presque devenue un espèce de symbole de la lutte contre le cancer, puisque étant très médiatisée, étant beaucoup mise en scène ou beaucoup illustrée, on a cette image de cette solution presque de dernier recours contre le cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait toujours autant appel à la chimiothérapie, ou est-ce que certaines alternatives évoluent? Comment ça se passe un peu aujourd'hui, Samar? Alors, en termes de thérapie contre le cancer, la chirurgie, elle intervient. La radiothérapie, il faut qu'on parle aussi des radiations. On peut avoir les éléments qui sont liés au rayonnement qui peuvent aider. La chimiothérapie, alors dans la chimiothérapie, on utilisait les molécules qui permettaient de limiter la croissance en fait, des cellules à multiplication rapide.
Et dans la chimiothérapie, on a des éléments, on y a recours bien entendu, mais on tend de plus en plus maintenant à une médecine qui est de plus en plus personnalisée, à des thérapies qu'on appelle des thérapies ciblées, dans lesquelles on voudrait épargner les cellules Qui n'ont rien. normales, Ouais, exactement, exactement. et on voudrait que aller Ouais. vers qu'est-ce qui marquerait en différence une cellule normale qui se développe et qui va la différencier de la cellule cancéreuse. Quels sont les marqueurs? Et les marqueurs, le terme biomarqueur, avec les chercheurs, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur, puisqu'il peut être une imagerie, il peut être un élément qui est lié en fait à l'analyse de sang, qui peut être lié à plusieurs facteurs. Mais en tout cas, c'est l'élément qui va permettre de différencier les paramètres. On va dire que c'est un paramètre qui permet d'aider à trouver de meilleures thérapies Mm. et à aller plus loin. Donc, on est de plus en plus spécifique Ok. dans les éléments. Mais la chimiothérapie, elle est toujours utilisée et toutes les méthodes alternatives complémentaires sont mises en place parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Martin l'a évoqué tout à l'heure, on a plusieurs populations aussi, plusieurs facteurs d'évolution du cancer. Et l'intelligence artificielle qui est pas récente, mais qui aide maintenant comme outil dans cette prise en charge. La façon dont... alors, on avait peut-être juste avant, pour enchaîner sur ce sujet de comment on peut traiter le cancer de différentes façons, Oui. on a prévu une image que tu nous as fournie. Alors, c'est sur le sujet du mélanome. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, et on passera sur les autres plus en profondeur sur ta thèse, mais juste avec cette image, nous raconter un peu sur le sujet de la mélanome, comment on traite différemment le cancer. Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre du mélanome, donc c'est un cancer de la peau déjà, donc, qui intervient à partir de grains de beauté qui vont se développer de manière anormale, pour résumer de manière rapide. Il faut savoir que une des premières méthodes de traitement pour le mélanome, c'est pas du tout la chimiothérapie, c'est la chirurgie. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait réaliser une opération qui va enlever en fait le grain de beauté et toutes les cellules tumorales. Donc, bien sûr, il y a un protocole derrière qui est très précis. On enlève une zone qui va être un peu plus large, etc., etc. Une autre solution qu'on va avoir, ça va être la chimiothérapie, la radiothérapie dont a parlé Samar. Donc, qui sont des méthodes pour détruire les cellules cancéreuses ou détruire les cellules cancéreuses suite à une chirurgie. Parce que ça peut arriver que même suite à une chirurgie, il peut rester des cellules cancéreuses qu'on n'a pas pu détecter, qu'on n'a pas pu enlever, et donc qui vont continuer à se développer. Et donc, en fait, la chimiothérapie, elle va aussi avoir des fois ce rôle de traitement complémentaire pour justement être sûr qu'il n'y ait plus de problème, quoi. Et enfin, moi, qui fait aussi partie de mon sujet de ma thèse, c'est l'immunothérapie, donc qui est le traitement qui est le plus et qui est quand même très étudié en ce moment. En fait, c'est un moyen de booster le système immunitaire pour faire en sorte qu'il puisse par lui-même combattre les cellules cancéreuses. Okay. Et pour éviter, comme le fait la chimiothérapie, justement d'attaquer des cellules qui vont être saines, et donc éviter un peu un ravage que peut provoquer la chimiothérapie, parce que les personnes qui subissent des chimiothérapies, ils ont des systèmes immunitaires qui vont être très réduits, ils sont très sensibles à des maladies, etc., etc. Là où l'immunothérapie va booster le système immunitaire, donc il va servir ensuite à attaquer directement les cellules cancéreuses et permettre justement aux patients d'avoir des traitements un peu moins lourds. Et il va aussi avoir ce rôle de traitement complémentaire qu'on peut retrouver avec la chimio, où après une chirurgie, on peut appliquer des médicaments immunothérapie pour justement faire en sorte que les cellules cancéreuses potentiellement restantes soient aussi éliminées. Ces traitements, j'imagine que chaque personne réagit différemment, réagit différemment selon son patrimoine génétique, selon sa constitution. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des traitements qui marchent pour certaines personnes, d'autres non alors qu'ils ont le même cancer. Certains traitements vont marcher pour une personne
et puis un jour plus. Et on a même des cas où, pour une même personne, certains traitements vont être efficaces sur certaines cellules et d'autres non. Et est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui fait du cancer un sujet si complexe, à savoir qu'on est face à une maladie qui mute, qui s'adapte, Oui. avec une recherche qui, elle aussi, s'adapte, et on a cette espèce de jeu de chat et la souris un peu perpétuel. Est-ce que c'est une façon intéressante de voir les choses? C'est tout à fait ça, puisque contrairement aux maladies infectieuses qui peuvent être pour une courte durée, le cancer, il peut se développer sur une longue durée. Et sur la durée, en fait, on peut avoir des éléments qui peuvent être liés à la variabilité génétique. C'est ça le problème. Et c'est aussi la richesse de la recherche qui a compris qu'en fait, mieux on va comprendre les marqueurs, les patterns, la reconnaissance de ces variabilités, on prend ça en considération, mieux on va pouvoir trouver l'outil qui permet de sortir en fait le patient de la situation dans laquelle il se retrouve. Euh, il y a deux enjeux, je pense. Il y a comprendre la variabilité interindividuelle et la variabilité chez la personne des différents types de cancers qui se développent. Et il y a l'adaptation que l'on va mettre en place pour une course contre le temps aussi. Puisque, en fait, il va falloir trouver des moyens rapides. Chaque méthode qui se met en place, c'est un espoir de vie qui va sauver les patients. C'est la mise en place de plusieurs personnes de compétences différentes, de physiciens, d'informaticiens, de biologistes, de chimistes. C'est une harmonisation entre les différentes expertises pour servir à mieux comprendre la maladie. On a besoin de groupes de travail, plusieurs chercheurs dans le monde. On peut avoir des éléments. Donc, en fait, c'est une progression assez rapide qui est différente des autres pathologies et qui permet à ce que l'on trouve le moyen de dire eh bien, on a pu sauver on a fait un pas de plus. Même si des fois, ça n'a pas toujours des succès, mais c'est un pas de plus à chaque fois pour vous dire on a réussi une partie. Et ça peut être, si ça n'a pas sauvé la personne, peut-être que ça a permis à faire une avancée pour pouvoir sauver d'autres vies, en fait, quel que soit l'âge, et de mettre à profit cette évolution assez rapide de la technologie qui est en phase, et même avec ça, on se rend compte que ça évolue très très rapidement et qu'on n'a pas réussi encore. Il y a certains cancers qui sont devenus curables, d'autres qui sont toujours incurables malheureusement. On comprend donc que le cancer est un véritable casse-tête pour la science. De nouveaux outils apparaissent cependant pour aider la recherche dans cette lutte, dont l'IA, l'intelligence artificielle, et on va maintenant voir ça. Alors on est maintenant à la moitié de l'émission, et comme ça a été le cas la dernière fois, j'ai oublié de vous parler du jeu, évidemment, que nous lancerons à la fin de l'émission. Un petit jeu qui consistera en 3 questions-réponses pour voir si vous avez bien suivi ce qui a été dit pendant cette émission. Et au menu, pour cette édition, nous avons une enceinte, un AirTag et un magnifique kit de crochetage, le célèbre, qui fait son apparition, j'ai l'impression, à chaque fois. Il sera évidemment encore à gagner. Passons maintenant à l'IA. L'IA qui est un sujet dont on parle énormément depuis le début du 21e siècle, et encore plus depuis l'arrivée de ChatGPT il y a 3 ans. Avant qu'on rentre dans le détail de ta thèse et comment toi, Martin, tu évolues avec ces outils, je vais faire un petit aparté sur l'IA. L'IA, aujourd'hui, on pourrait la définir comme un ensemble de programmes informatiques ou algorithmiques
qui amène un ordinateur à pouvoir exécuter des tâches dont le but est qu'elles soient plus rapides que ce que pourrait faire un humain. En tout cas, c'est la promesse que ça en fait. Ça ne marche pas toujours, mais on a encore beaucoup de choses peuvent évoluer. Et aujourd'hui, on est face à différentes IA qui existent. J'en ai retenu 3 qui sont celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui. On parle beaucoup aujourd'hui du machine learning. Donc le machine learning, c'est une intelligence artificielle qui va reconnaître un pattern, qui va reconnaître des schémas répétitifs et qui va être capable, une fois qu'elle a compris quels sont ces schémas, de les répéter de façon autonome. Le machine learning aujourd'hui est très présent dans nos sociétés, dans beaucoup d'outils. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, si vous utilisez des outils comme Gmail, quand vous commencez à écrire une phrase et qu'il vous propose la fin de votre phrase, c'est du machine learning puisque l'intelligence artificielle a compris ou a imaginé ce que vous alliez pouvoir dire étant donné qu'elle a déjà vu ce schéma auparavant. On a le computer vision, qui est une IA aussi très présente dans notre société, qui permet à une machine d'identifier à l'écran certains éléments et qui va pouvoir les analyser. C'est très présent dans le monde de la télé et du sport notamment. On peut penser au monde du football avec les systèmes de hors-jeu ou alors encore au tennis avec les systèmes d'impact de la balle pour vérifier si la balle est bonne ou mauvaise. Ce sont ce genre de technologies qui sont utilisées. Et le dernier qui est aujourd'hui l'IA la plus populaire, c'est l'IA générative. Cette IA qui est capable de créer une image, un texte ou une vidéo en s'inspirant d'une gigantesque base de données sur laquelle elle a été entraînée. Voilà pour ce petit topo sur l'IA. Martin, maintenant, c'est ton moment. Est-ce que tu peux, maintenant qu'on a parlé de ce qu'était le cancer, maintenant qu'on a parlé de la façon dont les traitements évoluent, est-ce que tu peux nous parler, avec ta co-directrice de thèse évidemment, de la façon dont tu travailles, quel est le sujet principal que tu traites et comment l'IA t'amène à travailler et à trouver, on l'espère, de nouvelles solutions pour ce monde? Alors, moi aujourd'hui, mon sujet de thèse, il se concentre du coup quasiment exclusivement sur le mélanome et sur la méthode de soins du coup de l'immunothérapie. Et en fait, moi, mon sujet de thèse aujourd'hui exactement, c'est la recherche de biomarqueurs, comme a pu en parler Samar juste avant, Ouais. et la conception du coup de médicaments, on va appeler in silico, c'est-à-dire via des méthodes informatiques, basées du coup sur des analyses de données via des méthodes d'intelligence artificielle. En gros, ça, c'est mon sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que moi, je vais en fait récupérer des données. Donc, ça va être des données patients, ça peut être de l'imagerie, ça peut être des photos, ça peut être des IRM, ça peut être du génome, enfin de l'ADN, via typiquement l'hôpital Novo dont a pu parler Samar en tout début d'émission. Donc, partenariat aussi partenaire de ma thèse, pardon. Et via ces données-là, moi, je vais pouvoir en fait essayer de chercher s'il va y avoir des différences entre des personnes qui répondent bien des traitements, qui ne répondent pas bien des traitements, dans mon cas l'immunothérapie, et faire en sorte de trouver en fait justement des biomarqueurs et pouvoir ensuite concevoir des médicaments. Ça veut dire beaucoup de choses, mais dans l'idée, concevoir des médicaments qui vont pouvoir aller cibler justement ces marqueurs-là pour faire en sorte de soit que les personnes réagissent mieux à ces traitements-là, ou pour pouvoir dire au médecin, très général, pouvoir dire au médecin que ce patient-là ne répondra pas bien au traitement. Donc ça sert à rien entre guillemets de l'utiliser parce que ce sera que appliquer des traitements qui peuvent être un peu lourds aussi, hein, même l'immunothérapie à côté a des risques quand même, des effets secondaires. Donc c'est important de trouver un bon traitement et d'éviter d'en faire qui vont être néfastes. Donc c'est à ça que va concevoir majoritairement ma thèse. Et donc via ça, je vais utiliser en fait des outils d'intelligence artificielle, donc de machine learning, que je vais soit concevoir, soit qui ont été conçus par d'autres personnes,
Un exemple typique, ça va être ce qu'on peut appeler le docking moléculaire. Ouais. Tu as des slides, Oui. tu as des images à ce sujet. Si on peut les envoyer, ça va pouvoir t'aider. Donc là, c'est le sujet, donc ce que tu disais, les mélanomes. Je te laisse Voilà, décrire un peu. Là, typiquement, on peut voir en fait le mélanome. Donc, ça revient un peu sur cette question déjà du développement, avec les différents stades. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour faire une explication un peu rapide, le stade 1, ça va être voilà, les premières cellules cancéreuses qui vont arriver, jusqu'au stade 2 et 3 qui vont être un développement important de ces cellules, et au stade 4, qui est malheureusement le plus néfaste, qui va être le stade qu'on va appeler métastatique, donc qui est un stade en fait où les cellules cancéreuses vont se répandre dans tout le corps, un peu général, mais vont se répandre, et donc vont plus être seulement situées au niveau de ce grain de beauté-là. Là, à gauche, on revient toujours sur le diagnostic et sur la manière de pouvoir détecter potentiellement des mélanomes. Voilà, c'est aussi des règles pour chacun. S'il voit un mélanome qui lui paraît suspect, même s'il n'a pas forcément fait d'études dermato ou quoi, qui voit qu'il y a un mélanome qui progresse dans le temps, ou qu'il y a des changements, qu'il évolue, il peut se lier à ces règles-là, qu'on appelle la BCDE, qui sont des règles qui permettent de, on va dire entre guillemets, diagnostiquer un mélanome. Et s'il le repère, d'aller voir un dermatologue. C'est toujours le cas. Il faut voir que ce soit son médecin, son kiné, l'infirmière, les agents. Il faut toujours vérifier. Et puis A, B, C, D, E, c'est automatique en fait de voir si jamais il y a un grain qui apparaît et qui évolue assez rapidement aussi. Si sa taille dépasse des 6 mm, si la couleur n'est pas homogène. Donc, c'est vraiment de suivre la règle et de voir quelles sont les règles qui sont mises en place et de consulter, puisque développer ça dans ses premières phases avant qu'il ne descende plus profondément dans la peau, qu'il touche ce qu'on appelle le tissu lymphatique et que ça devienne métastatique. Donc, bien entendu, combiner les deux entre le diagnostic et il y a des outils actuellement d'intelligence artificielle pour le diagnostic, mais il faut toujours revenir vers le médecin traitant et en parler. Donc attention, ça ne suffit pas. Il n'est qu'un outil dans un long processus. Oui. Mais déjà, rien que l'observation de voir important. Ça, c'est exactement important. Et les facteurs du mélanome, justement, les rayons UV et l'exposition au soleil. Donc, faites attention par rapport aux les bronzages artificiels et les bronzages naturels. Donc, le soleil et la protection. Et combien de personnes, est-ce que c'est une question, combien de personnes mettent un écran solaire, par exemple, et renouvellent cette application. Par rapport à ça, les éléments qui sont liés justement au mélanome nécessitent à ce qu'on protège sa peau et qu'on fasse attention en fait, à l'exposition aux rayons UV, qu'ils soient naturels, solaires ou des cabines de bronzage. Donc là, on a vu sur ta première image donc, cette classification des mélanomes et ça nous amène au docking. C'est ce qu'on voit là. Alors ce sera la slide peut-être juste après. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on appelle du coup du docking moléculaire. Donc à gauche, pour la faire rapidement, en gros, c'est des logiciels qui existent. Donc Aldoc, Clostpro et AlphaFold. Typiquement, AlphaFold, c'est un logiciel qui a été produit par Google et qui a reçu un prix Nobel cette année. Exactement. Donc, en fait, à quoi sert le docking ? On peut le voir à droite. En fait, c'est pouvoir combiner soit deux protéines et pouvoir voir comment elles vont interagir entre elles, en fait. Cette interaction-là, nous, on peut l'étudier pour savoir si il va y avoir des effets entre ces protéines, où est-ce qu'elles vont pouvoir se lier. Et toutes ces informations-là, elles peuvent nous permettre de déterminer si certains médicaments sont possibles, sont intéressants, peuvent se combiner potentiellement, notamment dans le cas de l'immunothérapie, qui est un médicament qui est très apte à marcher en équipe, où certains traitements marchent justement avec plusieurs médicaments qui vont agir en même temps. Et dans ce cadre-là, on voit une molécule qui s'appelle le pembrolizumab, qui est un des médicaments les plus utilisés pour le mélanome. C'est le premier traitement d'immunothérapie qui a été développé et qui fait l'exemple de la thérapie ciblée
et qui est un traitement de choix qui est mis en place, donc très connu dans l'application, dans le traitement du mélanome. Si je reprends l'idée du docking, donc l'amarrage en français, on cherche donc à amarrer une cellule à une autre, enfin en tout cas d'amarrer un traitement à une cellule cancérigène. C'est ça que tu essayes de trouver, c'est ça? C'est ça, c'est amarrer en fait un traitement avec sa cible potentielle, voir où est-ce qu'elles vont se lier, et les liaisons qui vont se créer entre ces deux protéines, elles vont en fait avoir en fonction des liaisons, elles vont avoir des effets qui peuvent être différents. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est ça, c'est en fait, où est-ce qu'elles vont se lier, comment elles vont se lier, et ces informations-là vont nous permettre de déterminer déjà l'efficacité en fait de notre traitement. Est-ce que du coup, si on revient sur l'exemple de l'immunothérapie, est-ce que notre système immunitaire va bien pouvoir agir après pour tuer justement ces cellules cancéreuses? Donc l'amarrage, la cellule, elle possède différents endroits où l'amarrage il va avoir lieu. Donc si on a les cellules cancéreuses qui présentent des lieux de positionnement, on va voir cette liaison qui se crée entre une molécule, qui peut être une protéine ou bien une molécule chimique. Donc on parle de deux types de molécules, biotechnologiques ou chimiques, et qui va se lier à quelque chose, justement, ces marqueurs qui distinguent en fait la cellule tumorale. Donc l'amarrage, il est comment reconnaître la cellule tumorale par le biais d'un système qui attire, et comment cette liaison, elle se crée pour pouvoir mettre en place une thérapie. Et justement, sur l'apport que l'intelligence artificielle fait, quelle est-elle? Est-ce que, je crois qu'on en parlait lorsqu'on préparait cette émission-là, il y avait ce sujet de combinaison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Sur les combinaisons c'est-à-dire sur les combinaisons des différentes molécules. Ensuite, quand on va faire ce docking-là, justement, on va pouvoir générer plusieurs poses. C'est ça, c'est les combinaisons du clavier numérique. Oui, c'est ça. Par rapport à l'ouverture de la clé. Oui, c'est dans le sens où, en fait, les différentes cellules cancéreuses, elles vont avoir donc évidemment plusieurs méthodes pour éviter la mort cellulaire naturelle, et surtout pour éviter le système immunitaire. Et donc l'immunothérapie, elle fonctionne là-dessus, sur justement contrer ces méthodes qu'ont les cellules cancéreuses pour éviter le système immunitaire, pour justement pouvoir réattaquer. Et en fait, du coup, ces différents traitements qui vont être développés, ils vont pouvoir essayer de cibler plusieurs points qu'il va y avoir sur notre cellule cancéreuse pour justement faire en sorte que notre système puisse revenir à l'attaque. Donc, on avait utilisé, quand on a préparé l'émission, l'exemple de la porte et des clés. De la porte et des clés. Donc, la porte étant comme si une cellule fermait la porte à un traitement. Donc, l'idée est de trouver comment rouvrir la porte avec une clé, ou alors peut-être pas une clé, mais plus une combinaison, comme pour rentrer dans un immeuble finalement. Exactement. Et c'est ça que tu essayes de faire, c'est de trouver cette combinaison avec des outils d'intelligence artificielle. Exactement, c'est de justement trouver la bonne combinaison qui permet de contrer une cellule cancéreuse. Et on en a pu parler aussi un peu plus tôt, mais du coup, dans un même corps, il peut y avoir différentes populations de cellules cancéreuses qui font que c'est différents codes qui vont être nécessaires pour une même personne. Donc, il y a comme un immeuble où il y a plusieurs portes. Si on veut cambrioler tous les appartements d'un immeuble, va falloir tous les codes. Et c'est un peu ça en fait qui se met en place. C'est-à-dire qu'il faut essayer de chercher toutes les combinaisons qui vont pouvoir faire en sorte de percer toutes les portes et toutes les différentes cellules qui sont nécessaires, quoi. Samar, est-ce que cette utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la recherche déjà de santé et dans la recherche de la lutte contre le cancer est quelque chose de récent, ou alors est-ce que depuis quelques années on a déjà vu d'importantes avancées à ce sujet? Avant que tu répondes, j'en profite pour faire un petit aparté sur le fait qu'à l'EFRAY, il y a un projet aussi qui utilise l'IA dans la lutte contre le cancer qui s'appelle April, qui veut dire accélérer le progrès et la recherche en IA sur les leucémies.
donc, qui est constituée par la structure qui encadre aussi ta thèse, donc l'EFRAY Research Lab, et qui travaille notamment avec le CHU de Clermont-Ferrand et de Versailles. Encore un autre exemple Oui. de la lutte contre le cancer appliquée grâce à de l'IA. Est-ce que finalement, voilà, on arrive dans ce moment où il y en a plus, ça commence à se multiplier ces initiatives, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive depuis quand même quelques années? Ça fait quelques années que c'est mis en place parce qu'il y a dans la lutte contre le cancer et dans le développement du médicament, il y a plusieurs phases. Donc on a mis en place différents moyens et ce n'est pas récent. Mais là, on a une accélération en fait par rapport à la mise en place des outils, que ça soit à tous les niveaux, que ça soit par rapport à l'étude de data. Tu as évoqué tout à l'heure la partie qui est liée aux données. Et la Sensible. donnée sensible, les données sensibles de patients et la vérification de la véracité de ces données et la protection de ces données, de manière à ce que ça soit bien réglementé, bien cadré et que ça se fasse de manière éclairée. Et dans notre cas, c'est cadré par les unités de recherche clinique. Donc, on ne peut pas travailler avec les données de manière aléatoire. Il faut obéir aux règles qui sont liées à l'éthique et à la déontologie et au droit. Ça, c'est très important. Et aux règles RGPD par rapport à ces éléments-là et au consentement du patient. Ensuite, il y a la partie qui est liée à la maladie elle-même et à tous les outils de diagnostic qui peuvent être mis en place, où l'IA aussi est développée, que ce soit pour analyser les données, pour la partie imagerie. Donc là, elle intervient dans le diagnostic. Dans la partie qui est liée à la recherche de nouvelles molécules, c'est très ancien aussi le développement du couplage de l'intelligence artificielle. Maintenant, de plus en plus, on en parle. C'est que ce qui s'est mis en place, c'est la technologie est devenue de plus en plus accessible. Elle était restreinte peut-être et coûteuse et elle devient de plus en plus modernisée. Ouais. Et maintenant, il y a la recherche des biomarqueurs, la partie génétique, la connaissance et le développement de nouvelles phases également dans les essais cliniques où, en fait, on va avoir ce traitement de données qui est mis en place. Donc, c'est une globalité dans le développement pharmaceutique qui n'est pas récent, mais qui bénéficie, en fait, d'un outil sous réserve de faire attention, bien entendu, à énormément de biais, à énormément de respect des données. Donc, ce n'est pas une utilisation non plus qui va échapper à la réglementation. Et comme on le disait avec Martin tout à l'heure, elle ne peut pas être toute seule. Le travail de Martin, pour l'instant, est une première brique en fait dans le travail, mais qui n'affranchit pas le développement du traitement par une partie expérimentale obligatoire. On ne peut pas que se baser sur l'IA, c'est important de le dire. On a besoin aussi de l'expérimentation qui permet de confirmer ce que la prédiction ou la mise en place, elle a présenté. Donc c'est une complémentarité, une aide à avancer plus rapidement. On peut gagner plus de temps en fait à obtenir de nouvelles stratégies, mais ces stratégies doivent passer par le développement pharmaceutique et la validation de ces données grâce au processus classique d'expérimentation, qu'elle soit in vitro, animale et phase clinique chez l'homme aussi. Donc il y a beaucoup encore à faire. Très bien. On comprend donc que l'intelligence artificielle est déjà une réalité dans le monde de la recherche et qu'elle devrait se généraliser dans les années à venir. Et maintenant, la question est de savoir jusqu'à quel point l'intelligence artificielle peut nous aider dans la lutte contre le cancer. Samar, Martin, on arrive presque déjà à la fin de cette émission. Pour conclure, j'aimerais avoir votre avis tous les deux sur les perspectives à venir du monde de la recherche dans la lutte contre le cancer et évidemment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nourrit énormément de fantasmes.
surtout depuis l'arrivée de ChatGPT. On a l'impression que c'est une technologie qui va nous permettre de passer, que ça va être une révolution, qui va nous permettre de changer énormément de choses dans notre société, de régler énormément de problèmes. Quel est votre avis sur ce sujet-là, et notamment par rapport à la santé et à la lutte contre le cancer? Martin, tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Aujourd'hui, je dirais, le futur de l'IA, qu'il soit dans la recherche ou dans le milieu du cancer, je pense qu'il y en a deux qui sont très importantes. C'est au niveau des données. C'est quand même un sujet qui est très important. Et Ouais. aujourd'hui, une des problématiques aussi, c'est dans le domaine médical, avec l'IA et tout, c'est la récupération des données. Que ce soit au niveau des données des patients, c'est des données qui sont sensibles, c'est difficile de les récupérer. Et en tant qu'informaticien aussi, via mon cursus à l'EFRAY et tout, un des problèmes que je vois, c'est qu'il y a une uniformisation qui est très mauvaise en fait, à travers les différents hôpitaux, à travers les différents outils, à travers les différents instruments qu'on utilise pour récupérer ces données. Et en fait, peut être très difficile de avoir des grosses bases, beaucoup d'images, beaucoup d'informations pour pouvoir justement créer des modèles qui sont très performants sur des choses aussi précises que peuvent être certains types de cancers. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique qu'on voit beaucoup apparaître, surtout en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais beaucoup en Europe, c'est, je vais dire incrusté, mais c'est à mettre justement des processus d'IA dans les processus cliniques, pour aider les médecins et tout. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de solution vraiment nationale. Il y a des petits projets qui se font à travers différents CHU, voilà, pour essayer d'aider les médecins, accélérer leur travail, etc., etc. Et réussir justement à mettre en place des premiers outils qui peuvent être accessibles à tout le monde. Évidemment, toujours avec la validation d'un médecin derrière. L'IA n'est pas toute puissante et fera beaucoup d'erreurs. Mais c'est, je pense, un des sujets les plus importants aujourd'hui. C'est vraiment ça, instaurer dans le milieu clinique des outils de manière un peu plus large que simplement quelques projets qui naissent un peu partout, quoi. Samar, le mot de la fin. Je rajoute à ça le fait que c'est une responsabilité aussi par rapport à la recherche qui se met en place. La responsabilité par rapport à la fois pour la recherche et les nouvelles thérapies, à rester humble aussi par rapport aux limitations de la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des biais, nous pouvons avoir des éléments qui si j'ai bien compris, on entraîne l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et cet entraînement, il doit se faire de manière à corriger et à améliorer, et on est dans les premières phases. Donc les années à venir, moi je pense qu'elle ne fera que se développer, mais elle sera beaucoup plus couplée à de la réglementation, à des éléments qui sont liés à réguler et à mieux contrôler les portées scientifiques, pour qu'elle soit plus fructueuse, pour qu'elle soit plus concrète et qu'elle soit plus responsable, parce qu'on ne peut pas engager ni un diagnostic, un faux diagnostic, ni une mauvaise thérapie, puisqu'il y a l'enjeu de la santé humaine, et plus spécifiquement, quand l'IA est appliquée à la santé, eh bien, on le doit, en fait, d'être responsable par rapport à ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'heure maintenant du quiz. C'est l'heure du jeu pour voir si vous aviez bien retenu ce qui a été dit. Je vais vous proposer 3 questions et pour y participer, eh bien, il vous suffira simplement de mettre votre réponse dans le chat. Première question, dans quelle école Samar est-elle enseignante-chercheuse? Alors, est-ce l'EBI, l'école de biologie internationale? Est-ce l'EBI, l'école de biologie industrielle, ou est-ce l'EBI, l'école de biologie immunitaire? On vous laisse 15 ou 20 secondes pour y répondre. Donc je vous rappelle, école de biologie internationale, réponse A, école de biologie industrielle, réponse B, et école de biologie immunitaire, réponse C. Il n'y aura pas de réponse D. Pour la seconde question, en France,
En 2018, quelle part de la population française vivante de plus de 15 ans avait déjà contracté un cancer? Est-ce 2%? Est-ce 4% ou est-ce 6%? Réponse A, 2%, réponse B, 4% et réponse C, 6%. On vous rappelle qu'un kit de crochetage est en jeu, donc c'est le moment de tout donner. Et pour la dernière question, quelle méthode informatique Martin utilise-t-il dans le cadre de sa thèse afin de modéliser et simuler des liaisons entre des protéines et des potentiels traitements? Est-ce le docking cellulaire, réponse A? Est-ce le docking thérapeutique, réponse B? Ou est-ce le docking moléculaire, réponse C? Réponse A, docking cellulaire. Réponse B, docking thérapeutique. Et réponse C, le docking moléculaire. Je vais laisser mes invités donner les bonnes réponses. Samar, l'EBI. L'école de biologie industrielle, bien Évidemment, entendu. évidemment. J'ai trouvé que le immunitaire était rigolo. Mais évidemment, industriel. La seconde question, la part de la population française vivant en 2018, plus de 15 ans, qui avait déjà contracté un cancer, c'était 6%. Et la troisième question, quel est le docking, le bon docking? Est-ce le cellulaire, est-ce le thérapeutique ou est-ce le moléculaire? Et c'était la troisième, le moléculaire. Et c'était la troisième. Les grands gagnants sont, alors pour la question 1, c'est Fafa Monel, j'imagine. Question 2, c'est Juju de fraise. Et question 3, Suprême Crumpet. Alors je ne sais pas dans quel ordre vous allez avoir vos cadeaux. Je ne sais pas qui aura l'immense honneur d'avoir le kit de crochetage. En tout cas, vous le saurez très bientôt. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Merci Samar, merci Martin, c'était super de vous avoir. Merci beaucoup à WhatsApp que vous ne voyez pas, qui sont derrière la caméra et grâce à qui ce show ne pourrait pas avoir lieu. Merci à Les Frais et on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Ciao!